Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. En ce mercredi 5 mai 2021, alors, on a de la suite dans les idées. Cette semaine, on revient sur la thématique de la semaine dernière. Cette fois, on parle du CA qui n'a pas tous les droits en matière de travaux en copropriété. La semaine dernière, on a parlé des travaux dans les parties communes. Cette semaine, on parle des travaux dans les parties privatives. Puis vous allez comprendre que des fois, une partie privative, c'est aussi une partie commune. C'est contradictoire, mais vous allez comprendre ce qu'on veut dire au fur et à mesure que l'émission va avancer. Donc, je voulais seulement m'assurer qu'on est bien en direct là sur Facebook. Donc, je vérifie, avant d'aller plus loin, je vérifie si nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Oui, nous sommes en direct, je nous vois. C'est formidable. Alors, je suis avec mes beaux et gentils invités qui sont également des gens intelligents. C'est pour ça qu'on fait des web radios intelligentes et des web radios cohérentes avec des gens qui sont dignes de ce nom. Alors, les travaux que le syndicat doit faire dans une ou plusieurs parties privatives, qu'il s'agisse d'engager des travaux urgents ou non, si les copropriétaires concernés coopèrent, tout va bien. Mais dans le cas contraire, bien qu'un copropriétaire use et jouit librement de sa partie privative et que personne ne peut porter atteinte à ce droit fondamental, il lui faut néanmoins en permettre l'accès dans certaines circonstances. Alors, autrement dit, le CA n'a pas tous les droits, mais les copropriétaires non plus n'ont pas tous les droits, même si l'unité privative qu'ils habitent, bon, ils en sont propriétaires parce que c'est un immeuble. Il y a des structures qui font partie des parties communes dans les parties privatives, notamment des murs porteurs. Alors donc, l'article 7 de la Charte des droits et libertés stipule qu'une demeure est inviolable en copropriété divise le partage d'un bien immobilier collectif, doit mettre en œuvre un équilibre entre les intérêts individuels et collectifs. Par conséquent, cette inviolabilité comporte des limites. Alors, à la condition que le copropriétaire concerné ne se trouve pas lésé de manière durable dans la jouissance de son bien. Alors, il y a une fine ligne rouge à ne pas traverser, mais des fois, vous savez, c'est toute une question d'équilibre en copropriété, une question de collaboration des uns et des autres pour que finalement, l'immeuble qui appartient à la collectivité des copropriétaires puisse demeurer en bon état. Donc, peu importe les travaux à faire, le syndicat doit toujours éviter autant que faire se peut d'entrer dans un appartement pour faciliter l'atteinte des lieux nécessitant des travaux. Alors, si un balcon doit être réparé, mais qu'on peut le réparer par l'extérieur, on le fera par l'extérieur au lieu d'entrer dans l'unité privative. Donc, la table est mise pour cette web radio qui est une présentation de Gap Immeuble, dont le fondateur est Georges Fallat, architecte qui a développé une grande expertise en enveloppe de bâtiments, notamment pour tout ce qui touche aux infiltrations d'eau. Alors, Gap Immeuble a développé une grande expertise en enveloppe de bâtiments, plus précisément pour ce qui touche aux infiltrations d'eau. Comme je viens de le dire, cette entreprise fait également des études du fonds de prévoyance, des carnets d'entretien et peut prendre en charge un projet de construction globale depuis l'inspection d'un immeuble en passant par les lancements d'appels d'offres pour trouver le bon entrepreneur, ainsi que la surveillance des travaux. Avec Gap Immeuble, vous êtes entre bonnes mains. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui se retrouve dans nos fiches pratiques. Vous avez ici les travaux du syndicat. Vous allez ici dans Travaux, fiches pratiques, et vous avez comme deuxième article les travaux du syndicat dans les parties privatives. Et vous avez des sous-fiches qui reprennent un peu ce qu'on dit aujourd'hui, mais on va aller plus en détail. On va aller beaucoup plus loin parce qu'on a le privilège d'avoir des personnes qui peuvent nous parler de choses qui se passent sur le terrain, parce qu'ils sont sur le terrain tous les jours. Donc, alors on passe de la théorie à la pratique. Je vous invite, messieurs, dames, à poser toutes vos questions, toutes les questions qui sont en lien avec la web radio d'aujourd'hui, parce que je vais transférer vos questions à nos invités qui vont y répondre autant que faire se peut. Habituellement, ils y répondent sans exception. Nous allons d'emblée régler une chose. Lorsque la déclaration de copropriété prévoit que tous les copropriétaires doivent remettre les clés de leur appartement au syndicat, en l'occurrence au conseil d'administration ou au gestionnaire de la copropriété, les personnes concernées ne peuvent pas plaider une atteinte à leurs droits et libertés. Alors, il y a un jugement ici qui a donné raison à un syndicat parce que les demandeurs disaient que c'était une atteinte à leurs droits et libertés
de devoir remettre les clés de leur appartement, un exemplaire des clés de leur appartement, au cas où il faudrait entrer dans l'unité, en cas d'urgence, par exemple. Le juge a donné raison au syndicat, donc tous les copropriétaires doivent, surtout quand la déclaration de copropriété le stipule, remettre un double de clés aux administrateurs afin que ces gens puissent entrer dans l'unité au besoin. Évidemment, on ne peut pas entrer, pour toutes les raisons qu'on veut. Alors, il faut quand même entrer, il faut avoir une bonne raison pour entrer dans une unité. On ne peut pas entrer comme ça dans une unité comme dans un moulin. Alors, Maître Jolicoeur, ma première question, c'est, il y a des copropriétaires qui ne sont pas à l'aise de remettre leurs clés aux administrateurs parce que même si les administrateurs sont gentils et puis sont sûrement très honnêtes, ben, ces gens-là ne se sentent pas à l'aise, ils n'ont pas confiance. Est-ce que c'est équitable de remettre ces clés aux syndicats, en l'occurrence les administrateurs? L'objectif de remettre des clés, c'est de limiter les conséquences que pourrait avoir un éventuel sinistre dans une partie privative. En d'autres mots, plus on facilite l'intervention des premiers répondants, que ce soit des pompiers, que ce soit un intervenant, ben on va limiter par la force des choses l'amplitude d'un dégât d'eau. C'est surtout pour les dégâts d'eau dont on donne les clés, parce que donner sa clé, ça n'autorise pas à des membres d'un conseil d'administration d'aller voir si la tapisserie de la cuisine est intéressante ou si ils ont fait le ménage récemment. On se comprend que c'est dans un cadre bien défini. C'est des situations d'urgence. Et si l'exercice est fait différemment, ben, ça ouvre la porte à des recours contre les administrateurs s'il y avait effectivement un abus de droit. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir un lien de confiance entre le copropriétaire et les membres du conseil d'administration. Et lorsqu'on a la clé d'un copropriétaire, bien, comme conseil, il y a une responsabilité associée à détenir de la clé. Hein, parce que s'il y a un vol, il y a un bris, ben, ça fait partie de la liste des gens qui sont soupçonnés d'avoir donné accès au logement. Donc, oui. Et Maître Jolicoeur, justement, la question sous-jacente, vous venez un peu d'y répondre, vous avez touché à la question sous-jacente. Les administrateurs qui ont toutes les clés, qui ont, je ne sais pas, 30 clés, il y a 30 unités, il y a 30 clés là, dans le même appartement qui se fait voler. Et là, les clés sont identifiées appartement 3, 4, 5. Ça peut conduire à un joli drame en 3 actes là, en termes de vol. On fait quoi pour éviter ça? Écoutez, une anecdote, c'est déjà arrivé dans une copropriété qu'ils se sont fait voler leurs clés, puis il y a un voleur là, qui est rentré dans l'appartement, qui est allé prendre le trousseau de clés d'un des copropriétaires. C'est une voiture qui avait pas loin de 100 000 $ puis qui a volé l'auto. Alors ça, c'est des situations qui n'arrivent pas souvent, là, mais c'est arrivé. Et là, évidemment, on se pose la question, mais cette gestion des clés, comment on la fait comme conseil d'administration? Est-ce qu'on laisse ça sur un tableau de bord à l'entrée du bureau d'administration ou on décide peut-être de mettre ça dans un coffret de sûreté, un endroit qui n'est pas à la vue? Ben, en tout cas, on appelle ça avoir du jugement. C'est bien évident qu'on ne laisse pas son porte-monnaie dans la voiture visible pour qu'un voleur vienne voler, mais c'est la même chose de gestion des clés. Il faut également avoir quelqu'un qui a l'autorité de pouvoir gérer des clés. C'est un peu comme les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance qui filment tout le monde qui rentre dans un bâtiment, mais on n'enverra pas des bobines qui sont enregistrées. Bobine, c'est peut-être une vieille expression. Pour voir qui rentre dans la bâtisse, il y a une gestion en termes de sécurité de ces clés-là. Il y a un protocole à suivre et c'est au conseil d'administration de l'établir de façon sérieuse. Oui. Valérie Couture, en tant que gestionnaire de copropriété et fondatrice de Condo Stratégie, vous gérez ça comment, les clés? Bien, c'est sûr qu'il faut trouver, selon la grandeur du syndicat, le meilleur moyen de protéger ces clés-là. Naturellement, quand le syndicat a un bureau capable de mettre une armoire barrée qui va être bien fixée, tout ça, c'est déjà une belle opportunité. Il y a des syndicats où c'est plus petit et tout ça. On a Josée, qui est une fidèle auditrice, qui dit j'ai suggéré à mon syndicat de mettre ça dans des petites enveloppes scellées sur lesquelles on émet les initiales et tout ça. Ça, c'est un très bon moyen de s'assurer. Oui. Quand on va l'ouvrir, on va devoir contacter le copropriétaire pour qu'il ressigne une nouvelle enveloppe. Mais il faut s'assurer quand même d'avoir les clés en sécurité.
Il y a, pour les grands syndicats, les gestionnaires et les administrateurs sont assez, comment je dirais, sont assez créatifs dans le sens où l'identité des clés ne sera pas faite par numéro de porte, va être faite par un autre système qui, ça prend quasiment une fiche, un algorithme à côté pour le décoder. Ça permet d'éviter le vol et de… Et Valérie, est-ce que vous avez les doubles de clés et est-ce que les administrateurs ont aussi un double de clés? En fait, les clés des copropriétaires pour nos syndicats sont toutes sur place. Pas dans tous les syndicats parce qu'il y en a qui ne les ont pas. Et ce n'est pas dans la déclaration, puis les gens ne veulent pas les donner. Mais tous ceux qui ont des clés, c'est bien identifié et nous, on met un protocole en place. Ça veut dire que si les administrateurs ou un de nos gestionnaires d'urgence terrain doit rentrer, il y a un dossier à suivre pour expliquer pour les rentrées, etc. Ouais. M. Jellicoeur, on dit que le Code civil n'est pas descriptif, n'est pas clair au sujet des travaux urgents. Pourriez-vous nous résumer essentiellement qu'est-ce que des travaux urgents? Les travaux d'urgence, c'est tous les travaux qui, s'ils ne sont pas faits, risquent d'affecter la conservation de l'immeuble, la pérennité du bâtiment. On va voir M. Saint-Pierre, qui est un ingénieur bien connaissant cette matière. Je ne ferai pas l'ingénieur d'un part, mais c'est bien évident que si on voit qu'il y a une problématique sur un mur, un cisaillement, puis que l'ingénieur nous dit au conseil, il faut absolument voir ce qui se passe là. Bien là, on est dans l'urgence d'agir. Si vous avez un dégât d'eau sur 3 étages, on est dans l'urgence d'agir. Ouais. Si on est dans une situation, par contre, d'une inspection annuelle du bâtiment, bien, on n'est pas dans l'urgence d'agir. Donc, l'urgence est justifiée essentiellement par le sens du grand jugement, du bon jugement des individus et parfois même par les conseils qu'un professionnel comme M. Saint-Pierre va donner au conseil d'administration. Hubert Saint-Pierre, ingénieur et fondateur de l'entreprise Saint-Pierre et Associés. Bon, il faut d'emblée dire que lorsque des travaux urgents sont à faire dans une unité privative, eh bien, le syndicat, en la personne des administrateurs, doit faire le nécessaire pour intervenir le plus rapidement possible. Bon, mis à part les dégâts d'eau, les incendies, les après-sinistres de genre d'incendies qui sont les travaux urgents à faire après, quel genre d'autres travaux urgents doivent être faits, mais qui ne sont pas nécessairement visibles ou évidents là, en matière de structure, par exemple, qui obligerait ou qui nécessiterait une intervention dans une unité privative? Bien, en fait, c'est sûr que quand on est interpellé pour venir voir une problématique de ce genre-là, définitivement, il faut avoir accès à la partie privative. Et puis, dépendamment des observations qu'on va faire sur place, c'est un début de processus, une expertise. On commence par constater les symptômes, enfin, ce qui est apparent comme problématique. Et l'étape suivante, c'est de faire notre recommandation sur l'investigation proprement dite, qui vient dans un deuxième temps, qui soit de carrément ouvrir un mur. S'il y a eu de l'infiltration d'eau d'une façon significative, on se pose toutes sortes de questions. Est-ce qu'il y a de la moisissure, par exemple, qui est cachée derrière les murs? Ouais. Si on voit des fissures significatives, on va dire, bien, ça apparaît comme un problème de structure, un mouvement. On doit dégarnir pour aller voir l'ossature, pour être capable de porter un jugement de recommandation. Donc, c'est sûr que c'est dans des modes urgentes ou semi-urgentes de procéder là, à très court terme. Donc, par exemple, ça peut être, on doit ouvrir des murs porteurs. Les murs porteurs, on sait que dans un condo, les murs porteurs sont une partie commune. Donc, ça pourrait être ça, par exemple? Tout à fait. Souvent, on est appelé après coup, c'est-à-dire que le syndicat avise le copropriétaire. Une fois que le copropriétaire a avisé qu'il veut faire des travaux de rénovation, agrandir une porte ou enlever un mur, les fois qu'on est appelé, c'est parce que le syndicat disait au copropriétaire de faire appel à un professionnel qui devra émettre un certificat ou une lettre comme de quoi les travaux planifiés n'affecteront pas la partie commune, essentiellement la structure, ou les services, que ce soit électricité, plomberie. Donc, on vérifie ces aspects-là. Ouais. Alors, M. Jellicoeur, on sait qu'un copropriétaire qui entraverait ou qui empêcherait l'accès à son unité alors que des travaux doivent être faits dans des délais
brefs, dans de brefs délais ou dans des délais rapprochés, pourrait être tenu, mais vous le direz vous-même, je ne suis pas avocat évidemment, pourrait être tenu responsable des dommages que ça causerait à l'immeuble et aux parties communes. Quand, par exemple, un syndicat doit faire installer des gicleurs dans toutes les unités privatives ou un système de détection de dégâts d'eau, parce que l'assureur en fait une condition au renouvellement du contrat d'assurance du syndicat. Là. Lorsque des copropriétaires disent non, moi, je refuse, vous n'entrerez pas dans mon unité, je ne veux pas qu'on installe des gicleurs dans mon condo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la marche à suivre, M. Jolicoeur, pour forcer la main de ces copropriétaires récalcitrants? Je dirais qu'il y a 3 étapes. Je dirais la première, là, avant de sortir un bâton, c'est d'amener les copropriétaires à comprendre la pertinence du geste qu'on va poser. Donc, il y a un volet peut-être éducatif à faire parce que les gens, bien souvent, disent non parce qu'ils ne comprennent pas. Bon, ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la deuxième étape, c'est de dire, si vous ne comprenez pas, on va devoir monter un peu la pression. Ça sera de requérir l'envoi d'une mise en demeure par un avocat au copropriétaire concerné, lui expliquant les règles de droit qui s'appliquent en cette matière et ultimement, c'est le recours en injonction et chercher une ordonnance du tribunal pour forcer la porte. Évidemment, c'est des recours, l'injonction, c'est des recours qui sont coûteux. Toutefois, il faut se rappeler que, puis d'ailleurs, on a fait un article récemment sur Conduit légal sur la question des réécritures. Si vous avez un bon coffre à outils en déclaration de côté qui vous permet de revendiquer des honoraires extrajudiciaires d'avocat au copropriétaire qui fait obstruction, là, ça commence à être un peu lourd pour le copropriétaire de dire ça se peut que j'ai une ordonnance d'injonction, ça se peut que je paye des frais d'avocat du syndicat, peut-être que je devrais ne pas me mettre en porte-à-faux dans une situation comme ça. Alors, donc, essentiellement, c'est la procédure applicable en santé financière. Mais c'est quand même quelque chose. Être obligé d'envoyer une mise en demeure, après ça, recours en injonction, ça coûte cher. Et c'est là que la pertinence d'un tribunal de la copropriété entre en jeu, n'est-ce pas? Si les copropriétaires pouvaient disposer de ce tribunal en ligne, comme ça se fait en Ontario, eh bien, on pourrait obtenir un jugement dans les semaines qui viennent et le jugement donnerait probablement raison au syndicat dans une situation comme celle-là. Valérie, vous faites quoi avec ces copropriétaires récalcitrants? Quelle est votre approche en tant que psychologue de la copropriété, là? Je vais laisser Jolicoeur encore quelque chose à rajouter. C'est ça. Moi, je veux juste quand même attirer l'attention. C'est bien beau avoir des droits qui s'apparentent à un bulldozer juridique, mais il faut que le conseil d'administration soit capable de justifier la nécessité de faire des travaux. En d'autres mots, ça c'est important, quand vous voulez aller dans la demeure d'un de vos copropriétaires, puis vous invoquez juste les articles 1066, 1067 du Code civil du Québec, vous n'êtes pas capable de prouver la raison d'être. Pourquoi chez moi, pourquoi chez le voisin? Ça prend des rapports d'expertise, là. Il faut que le syndicat soit transparent envers le copropriétaire, parce que s'il n'est pas transparent, s'il ne donne pas d'informations, il va y avoir blocage. Et ça se peut que le copropriétaire ait raison devant le tribunal, parce que le tribunal va dire au syndicat, vous avez été incapable de prouver expertise à l'appui qu'il fallait rentrer chez Mme Valérie Couture dans son condo, alors que peut-être l'intervention, vous auriez pu la faire par l'extérieur et ça aurait été aussi périn. Il y a eu, parce que ce sont des dispositions qui viennent du droit français, des décisions de cour en France, où on est venu dire à la conclusion, vous auriez pu passer par l'extérieur du bâtiment au lieu de passer à travers l'appartement. Et le syndicat ne peut pas arguer, oui, mais ça coûte moins cher si on rentre chez Mme Couture que de passer par l'extérieur. Il faut faire attention, ce n'est pas un droit absolu à ce niveau-là. C'est ce que je voulais vous préciser. Non, mais en fait, et je pense que l'exemple en appui à ce que vous venez de dire, M. Jolicoeur, c'est, par exemple, un balcon qui menace de s'effondrer, ou en tout cas les structures de balcon qui sont
qui sont affaiblis. Alors, si on peut réparer par l'extérieur le balcon, alors on n'entre pas dans l'unité. Voilà, c'est ça. Même si ça coûte plus cher, ouais. le conseil d'administration ne peut pas dire que c'est une plus petite dépense. Il faut comprendre que c'est une propriété privée, que ça doit être justifié, qu'il n'y a pas d'autre façon de faire les travaux que de passer dans la partie privative. Vous savez, un conseil d'administration qui ne permet pas à un copropriétaire d'avoir le rapport d'expertise, bien, il est fautif. Puis moi, je dis souvent, c'est quand même un geste significatif. Là. Entrer dans un appartement, éventrer des murs. Si vous avez un locataire en plus, vous risquez de perdre votre locataire. Ça se peut que votre locataire réduise son loyer. Vous, chez vous n'êtes plus chez vous là, parce qu'il y a des gens qui rentrent des travailleurs dans votre appartement. En termes d'intimité, ça tombe à zéro. Il faut comprendre que la mise en œuvre de ces articles-là, ça doit se faire avec une grande réflexion. Valérie Couture, vous les gérez comment, ces copropriétaires récalcitrants? Je vous posais la question tout à l'heure. Dans un premier temps, je pense que Maître Jolicoeur en a fait part, c'est d'expliquer aux gens. Parce que souvent, on prend trop pour acquis comme administrateur, comme gestionnaire, comme intervenant, que c'est très simpliste d'entrer dans la maison des gens. Et ce n'est pas simpliste. Et il faut aussi dire aux gens pourquoi la nécessité. Souvent, on entend des conseils d'administration qui nous disent « Ah, pour l'inspection incendie, c'est pas grave, on prend les clés tout le monde. » Mais ce n'est pas justifié. On doit avoir la permission des gens, si ce n'est pas une urgence, de prendre la clé et de rentrer. Et là, cette année, on a encore vu une multiplication de cette barrière-là parce qu'avec la COVID, les gens ne voulaient pas qu'on rentre dans leur intimité et ne voulaient pas qu'on arrive chez eux par des soucis de santé. Donc, ça a été vraiment énormément augmenté. Mais moi, je pense que ça passe toujours par de l'éducation, de la sensibilisation. Et souvent, point important, souvent, on les connaît, nos gens. Alors, il faut faire des démarches parfois appropriées pour pouvoir avoir leur coopération. Donc, une rencontre avec un copropriétaire, des fois, il y a une divergence avec le conseil. Bien, comme gestionnaire, parfois, on peut créer un lien qui va nous permettre qu'on puisse avoir accès à son lien. Est-ce que le gestionnaire, est-ce que, en tant que gestionnaire, la facilité est-elle plus grande pour vous de convaincre un copropriétaire que si c'était un administrateur qui devait négocier avec ce copropriétaire pour le convaincre d'entrer dans son unité? C'est très partagé, François, c'est très partagé. Il y a des gens qui ont très confiance en leur administrateur et il y en a d'autres que c'est le contraire pour des raisons X. Et des gens disent, ben non, mais moi, je le connais, mon administrateur, puis le gestionnaire, je ne le connais pas depuis longtemps ou je sais. Donc, c'est très, très partagé. Il y a pas pour moi, il n'y a pas de ligne directrice dans ce sens. Oui, donc, OK. Hubert Saint-Pierre, une question d'une auditrice. Un futur copropriétaire est ingénieur, entrepreneur, veut faire des travaux de plomberie dans son condo. Le CA l'avise de soumettre les plans et devis avant de procéder. Devrait-on faire vérifier ces plans et devis par un autre ingénieur? En fait, si vous voulez, s'il y a deux ingénieurs d'impliqués, un, c'est pour faire le concept des travaux, faire le choix des matériaux, la disposition des choses à faire, tandis que l'autre ingénieur, lui, a plus les yeux qui représentent l'administration, à savoir est-ce que les travaux anticipés peuvent affecter l'espace commun ou les services communs. Le fait, par exemple, d'utiliser de la plomberie, s'il y a un conduit, par exemple, principal qui alimente quelques étages et le conduit vertical passe dans un mur qui est à démolir, le premier ingénieur, il faut qu'il soit informé de ça. Donc, il faut s'assurer qu'il a fait de l'investigation. Puis s'il y a des conduits comme ça qui existent, qu'est-ce qu'il prévoit faire? Donc, nous, de notre côté, la vérification qu'on fait, c'est de s'assurer qu'ils se sont assurés de connaître les conditions des travaux et quoi faire si jamais on tombe sur des équipements communs. Donc, de ne pas empiéter dans les parties communes. Voilà. OK. Maître Jolicoeur, est-ce qu'on peut forcer les copropriétaires à permettre l'accès à leur unité pour faire installer un système de détection de fuite d'eau
qui serait payé par le syndicat. Probablement que vous allez me dire oui si l'assureur du syndicat a fait une condition au renouvellement du contrat, n'est-ce pas? C'est comme à la Cour, une nouvelle question subliminale, M. Félix. Ben, je vais vous répondre que oui, c'est le cas. Il faut, ben, en fait, les systèmes de valve coupe-eau, c'est des systèmes qui s'inscrivent dans l'intérêt collectif. Et je vous rappelle les nouvelles dispositions de l'article 1039 du Code civil qui a été modifié par le projet de loi 16 et qui prévoit spécifiquement, si en passant, la possibilité pour le syndicat de faire des travaux, d'engager des travaux. Précisément, l'article, la phrase qui a été rajoutée en parlant de la collectivité autoritaire, elle doit notamment veiller à ce que les travaux nécessaires à la conservation et à l'entretien de l'immeuble soient effectués. Conservation, c'est l'ensemble autant des parties privatives que des parties communes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces systèmes de valves pour eau, ça doit être considéré comme étant un standard à un moment où les primes d'assurance sont en train d'exploser. On a une crise majeure, il ne faut pas se le cacher, là, sur les augmentations des primes d'assurance. Les franchises d'assurance sont en train de battre des records. Il y a un assureur sur le marché qui actuellement, lors des renouvellements des couvertures d'assurance, passe sa franchise à 250 000 $ automatiquement. Et ça, bien, évidemment, quand vous êtes rendu à une franchise de 250 000 $, vous devenez un peu votre propre assureur et vous avez intérêt à gérer votre risque puis à ce que les dégâts soient assez limités. Donc, tout ça, oui, effectivement, ça se justifie par les dispositions du 1039 du Code civil, mention d'assurer la conservation de l'immeuble. Valérie Couture, pourriez-vous, j'aimerais que vous rappeliez à nos auditeurs une chose vraiment importante, là. Que ce soit le gestionnaire qui prend en charge des travaux dans des unités privatives ou le conseil d'administration, toujours faire affaire avec un professionnel du bâtiment parce qu'en cas de pépin, on transfère la responsabilité à ce professionnel, n'est-ce pas? Tout à fait, absolument. Et on parle souvent, les copropriétaires, la plupart, comprennent pas toujours que malgré qu'ils soient chez eux dans leur partie privative, doivent déposer une demande au niveau du conseil d'administration pour procéder à des travaux dans leur partie privative. Puis, on ne parle pas de quel type de travaux, c'est général. On parle de changer un îlot de cuisine ou des choses comme ça. À ce moment-là, il faut toujours référer notre copropriétaire de faire affaire avec un professionnel comme Hubert parce que les gens, premièrement, comme copropriétaire, j'aurai la tranquillité d'esprit que j'ai fait les bonnes choses. Et comme syndicat, je m'aperçois que mon copropriétaire a pris les dispositions et les mesures pour s'assurer que ça va être bien fait. On parle parfois, moi je vous donne un exemple, samedi dernier, dans un bâtiment, le monsieur appelle, il dit « le breaker a sauté ». OK, c'est dans la salle électrique, c'est barré, il faut déplacer quelqu'un, etc. On arrive là, puis on dit pourquoi que ça a sauté. Bien, je suis en train d'enlever toute ma céramique avec un marteau, un gros marteau qui va le faire. Fait que là, je veux dire, zéro demande de travaux, ces choses-là. Il faut que les gens fassent leur devoir et le conseil d'administration, sur des projets bien préparés, doit donner son accord si les gens sont bien préparés. Effectivement, et vous touchez un point intéressant, l'importance de faire approuver les travaux dans une partie privative par le syndicat, qui doit notamment vérifier que l'entrepreneur choisi a une assurance responsabilité, il a une licence de la Régie du bâtiment du Québec, il est donc assuré convenablement, parce qu'en cas de pépin, là, si cet entrepreneur, c'est le cousin de la bru du gendre, on a un problème, n'est-ce pas? Souvent, ça arrive quand on a des appels d'urgence, exemple, des toilettes bouchées ou des choses comme ça. Les gens appellent pour dire que ça coule en bas. On rappelle la personne en haut, on dit on envoie quelqu'un. Ah, pas besoin, mon plombier est ici. Mon Dieu, c'est drôle, le plombier est déjà là. Mais quand on arrive sur les lieux, le plombier s'est transformé en beau-frère et l'ami de l'autre. Alors, les gens ne pensent pas que ça peut être très dommageable de prendre ce risque-là pour sauver
un déplacement de plombier. Méfiez-vous du beau-frère, mesdames, messieurs. Il y a des beaux-frères très gentils, On là, les aime quand même. Là. on les aime quand même, les beaux-frères, mais parfois, souvent, parfois, les beaux-frères s'improvisent plombiers, ils installent un chauffe-eau, puis les connexions sont mauvaises. Et là, ça coule. Oh là là. Alors, le copropriétaire en question pourrait avoir de sérieux problèmes, n'est-ce pas, M. Leclerc? Oui, c'est sûr que le beau-frère va avoir des problèmes parce qu'il ne sera peut-être pas invité pour le party de Noël. Donc, Oui. ça, Les parties de Noël sont suspendues pour l'instant. Oui, non, mais l'instant, la COVID, ça va être fini à Noël prochain, je vous le garantis. Oui. Bon, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles d'assurance qui ont été, comme vous savez, M. Célie, remodelées par la réforme introduite par le projet de loi 141, prévoient un certain degré d'immunité de la part de l'assureur à l'égard d'un copropriétaire responsable d'un sinistre. En d'autres mots, vous mettez le feu dans la bâtisse, ça brûle. En principe, l'assureur ne peut pas se retourner contre vous. Ça, c'est le principe général. Ça, c'est effectivement introduit dans le Code civil. Bon, maintenant, ceci étant dit, ce degré d'immunité n'existe pas à l'égard du beau-frère qui ne demeure pas dans la copropriété. En d'autres mots, votre beau-frère vient chez vous, il occasionne par ses travaux des dommages dans le bâtiment. Sur 6 étages, il y en a pour 250 000 $. L'assureur du syndicat va payer puis va se retourner contre le beau-frère. Donc, ce soir, à tous les beaux-frères qui écoutent notre émission, ne faites pas de travaux, même si vous pensez que c'est super sympathique. Touchez donc pas à ça. Que ce soit une toilette, que ce soit un lavabo, on ne touche pas à la plomberie dans une copropriété parce que ça peut vous coûter très cher comme beau-frère. Parce que vaut mieux avoir l'air stupide de ne pas savoir comment faire les travaux que de prétendre savoir les faire alors qu'on ne le sait pas, hein? Évidemment. Hubert Saint-Pierre, vous avez dû en voir des cas comme ça. Vous arrivez, là, le mal est fait, le beau-frère, le gendre, la bru, ils ont fait un travail, mais c'est vraiment n'importe quoi. Vous arrivez là, vous devez défaire et refaire. Ça arrive souvent, ça, Hubert Saint-Pierre? On ne peut pas dire souvent, mais c'est sûr que quand on va sur place, que les travaux sont entamés ou ils ont été faits, puis qu'on questionne, ou on parle avec la personne qui a fait les travaux, on s'aperçoit que ce n'est pas un entrepreneur avec la licence d'RBQ. Donc, on est dans un cas de beau-frère, probablement. Alors, quand c'est des menus travaux, bon, ça peut être juste esthétique, pas bien fait, c'est pas plus grave que ça. Mais nous autres, on est plus en termes d'enquête, si vous voulez, pour savoir, par hasard, est-ce que vous avez refait d'électricité? Avez-vous touché à la plomberie? Le gicleur qui est là, il était-tu là au début? Parce que des fois, il faut le déplacer. C'est en questionnant comme ça qu'on s'aperçoit que si on a un indice qu'il y a des travaux qui auraient dû être faits par un entrepreneur licencié, ont été faits par quelqu'un qui ne nous apparaît pas licencié, c'est sûr que nous, on doit aviser l'administration pour dire, écoutez, il va falloir investiguer pour être sûr que c'est conforme pour que si jamais il arrive un sinistre, bien que la personne responsable soit compétente. Là, oui, mais j'aimerais ça si vous pouviez mettre à l'écran l'article 1075.1 que vous retrouvez sur le site Condo Légal. Peut-être juste rappeler à nos auditeurs ce soir que sur le site Condo Légal, vous avez au bas de l'écran, absolument ici, toutes les dispositions relatives au chapitre du droit des assurances, celles qui ont été remodelées par les 3 projets de loi qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Donc, pour que la chose soit claire ce soir, on y arrive, 1075.1, on va le lire. Un assureur ne peut, malgré l'article 2474 du Code civil du Québec, être subrogé dans les droits de l'une des personnes suivantes à l'encontre d'une autre de celles-ci. En d'autres mots, ce qu'on dit, c'est que si le syndicat paie, il ne peut pas être subrogé dans les droits du syndicat et poursuivre celui qui est à l'origine. Donc, les gens qui ne peuvent pas se faire poursuivre par l'assureur du syndicat, bien, évidemment, on le voit très bien au point 2, un copropriétaire, une personne qui fait partie de la maison d'un copropriétaire et par la force des choses,
le beau-frère qui ne fait pas partie de la maison du propriétaire, qui ne demeure pas là, Ouais. ben lui, il peut se faire poursuivre par l'assureur, alors que si c'est le beau-frère que vous hébergez depuis 6 ans chez vous qui ne décolle pas, ben lui va faire partie de la maison d'un copropriétaire, il serait à l'abri. Je voudrais faire quand même la distinction parce qu'on parle du beau-frère, mais je n'ai pas parlé du beau-frère que ça fait 6 ans qu'il colle dans le condo et qui a décidé de faire des travaux sur là. Donc, il y a des nuances dans mon propos. C'est pour ça que je voulais mettre à l'écran. Mais chose certaine, dès qu'on touche à la plomberie, de grâce, plomberie, électricité, vous ne faites pas les travaux comme copropriétaire dans votre immeuble. On ne touche pas à ça. Vous n'avez pas les qualifications requises. Puis souvent, ces travaux-là, je vais me faire un peu le procès du bâtiment, bien, ça a des impacts. Hein? Ça peut avoir des impacts sur la plomberie générale du bâtiment. Si vous rajoutez certains autres éléments sur la tuyauterie, le retour, bien, ça se peut qu'à un moment donné, les bulles de votre eau qui sort de votre bain se ramassent dans le lavabo de votre voisin, puis ça commence à sortir. On ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça. Et d'ailleurs, nos auditeurs sont d'accord. Une auditrice nous dit plus de beaux-frères dans nos condos, pas de chicane dans ma cabane. Puis l'autre qui nous dit sauf si c'est une entreprise beau-frère alloué ou beau-frère incorporé. Hein, on pourrait lancer une entreprise pour rire, le beau-frère incorporé, mais je pense pas qu'on aurait de succès avec ça. Ce serait pas très vendeur. Continuez de poser vos questions, mesdames, messieurs. Nous sommes ici pour y répondre. En fait, mes invités sont ici pour y répondre. Une autre question, là. Est-ce possible de spécifier les travaux qu'un copropriétaire peut faire lui-même? Est-ce qu'il y a des travaux qu'un copropriétaire peut faire lui-même? J'imagine que peindre les murs, oui, il peut faire ça lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres travaux qu'on peut faire soi-même dans son condo, M. Delcœur? Écoutez, je peux laisser ça plus à M. Saint-Pierre. Mais oui, M. Saint-Pierre, oui. Allez-y, M. Saint-Pierre. Bon, parce que c'est toute la compétence de M. Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut changer? Oui. Est-ce qu'on peut changer un interrupteur, M. Saint-Pierre? Oui, Est-ce qu'on peut mettre un luminaire? Est-ce que je peux changer d'ampoule? Ben, est-ce qu'on peut remettre du calfeutrage autour de ses fenêtres? Voilà, parce que ce sont du coulis de céramique dans la salle de bain. Est-ce que ce sont des travaux qu'un copropriétaire peut faire où il n'est pas recommandé d'agir ainsi, selon vous? Écoutez, le copropriétaire, oui, il peut faire une partie des travaux, faire des joints de céramique, peinturer, une prise électrique, par exemple, non, ne touchera pas à ça. Peut-être la plaque sur le dessus, bien, c'est tout. Même, je reviens à la plomberie, là. On le sait, des conduites sous pression d'eau, aussitôt qu'il y a un joint qui cède, donc c'est un plombier qui doit toucher à ça. Mais tout ce qui est esthétique, je ne vois pas de problème à ce qu'un copropriétaire, je ne sais pas, moi, change son tapis puis il en met un par lui-même. Ça n'affecte pas vraiment, ça ne demande pas une expertise ou une licence d'entrepreneur pour ces choses-là. Oui. Donc, des petites choses de base, évidemment. Puis, exact. En cas de moindre doute, mieux vaut s'abstenir aussi. Là, hein? Mieux vaut demander au syndicat si on a le doute ou au gestionnaire. Ouais. Parce que nous, chez Condo Stratégiste, on a un formulaire avec toutes les consignes de demande de travaux. Qu'est-ce qu'ils doivent fournir? Si un conteneur, dépendamment du syndicat, où doit-il être installé, ces choses-là. Mais Hubert vient de préciser exactement les choses qui sont esthétiques. Oui, effectivement. Alors, si un copropriétaire remplace son lavabo, il y a plein de gens qui ont de la facilité avec ça. Mais ne pas prendre de chance, comme l'a très bien dit Maître Jolicoeur et Hubert a renchéri dans ce qui est permis, ne pas se donner cette misère-là. Souvent, les gens, ce qui est dommage, qu'on arrive avec des problématiques, c'est qu'ils ont voulu économiser 500 $, déplacer un électricien pour changer les prises puis les choses comme ça. Pour eux, c'est beaucoup, mais au bout du compte, ça vire au vinaigre parce que c'est beaucoup. Le dommage va être beaucoup plus pire que ça. Ouais. La même chose pour installer son nouvel évier, il a changé son comptoir, etc. Moi, je dis toujours, c'est une tranquillité d'esprit qu'on achète en investissant avec les professionnels qui ont les licences pour travailler. Effectivement. Alors là, je vois que notre auditeur nous montre que l'entreprise Beau-Frère Alloué existe vraiment. Alors, Beau-Frère Alloué, service d'homme à tout faire. Juste vérifier ici. Alors, toutes mes excuses, je ne voulais surtout pas discréditer cette entreprise qui probablement offre de très bons services. Alors, donc,
je retire ce que je viens de dire. Hein? Ça se peut que probablement que cette compagnie est Tu très. dit beau-frère Inc., toi, c'était pas Oui, pareil. j'ai dit beau-frère Inc. Puis je l'ai dit en fait, je l'ai dit au pluriel, alors que ça, cette entreprise est beau-frère au singulier. Voilà. On peut s'en sortir comme ça. Alors, ça... Monsieur Cellier, oui, vous me permettez de rebondir là-dessus. Là. allez-y. Quand vous faites dire un entrepreneur dans votre appartement, là, sachez que vous êtes responsable d'entrepreneur. Que ce soit le beau-frère à Louis, beau-frère Inc., peu importe. Alors, de telle sorte que vous devez vérifier si cet entrepreneur-là, dans un premier temps, a une assurance, a une licence, parce que si jamais il fait en sorte qu'il fait des travaux. Moi, j'ai un cas à l'esprit dans une propriété où un entrepreneur est venu changer des tuiles sur un balcon au 15e étage. Puis il y a des tuiles qui sont tombées en bas. Et en bas, ben, c'est la piscine avec ça a cassé les vitres. Sachez que vous êtes responsable de l'entrepreneur qui vient de faire des prix et qui n'avait pas pris les soins requis pour assurer une protection autour. C'est important pour faire rentrer n'importe qui. On a bien beau dire, oui, ils vont faire venir un plombier. Oui, mais ce plombier-là, c'est un vrai plombier. Souvent, les immeubles qui ont, j'appellerais une certaine gouvernance serrée, vont mettre une liste de plombiers qui peuvent rentrer dans la bâtisse parce qu'ils ne veulent pas que n'importe qui commence à toucher à la plomberie. Ben oui, quand on touche à la plomberie dans une côté, on ne sait pas toujours, mais aux parties communes de cette plomberie-là, la limite du plan cadastral entre les deux, ce n'est pas évident. Alors, c'est sûr et certain qu'en électricité, en plomberie, c'est toujours mieux d'aller voir votre gestionnaire ou votre conseil d'administration en disant, écoutez, je préconise tels travaux, voici la portée de mes travaux. Est-ce que vous avez un entrepreneur à me référer avec qui on est en zone de confiance, qui n'a pas occasionné des dégâts d'eau dans la bâtisse? Et puis, c'est possible qu'effectivement, ils aient des gens à vous référer. Est-ce que ça va être les meilleurs marchés? Peut-être pas, mais au moins, vous n'ignorerez pas votre voisin parce que ça peut amener des soucis importants pour vous comme copropriétaire. Oui. Justement, en parlant de soucis, là, il y a des choses plus sérieuses et plus graves qui sont faites par des copropriétaires par leur propre initiative et qui peuvent avoir des conséquences assez troublantes. L'entrepreneur dont vous parliez, M. Jolicoeur, donc le copropriétaire est responsable de l'entrepreneur qui entre dans son unité pour éventuellement y faire des travaux. L'entrepreneur, le copropriétaire dit à l'entrepreneur, moi j'ai froid et j'aimerais condamner mon balcon parce qu'il y a de l'air qui entre par là. Là, l'entrepreneur dit, ben oui, on peut fermer ton balcon. Hein? Mais là, le balcon, une fois qu'il est fermé, ça peut avoir des conséquences en matière de sécurité incendie. Hubert Saint-Pierre, qu'est-ce que vous en dites de ça? Bien, c'est sûr qu'en faisant ces travaux-là, fermer le balcon, c'est que là, on se trouve à changer l'usage de l'espace. Donc, fermer veut dire mur extérieur. Donc, encore une fois, il faut passer par le processus de préparer des plans pour s'assurer que les cloisons du balcon vont être conformes aux normes du code parce que ça devient l'enveloppe du bâtiment. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des critères, que ce soit coupe-feu, que ce soit isolation, étanchéité. Et puis ensuite de ça, c'est un nouvel espace qui doit être chauffé, ventilé, pour que la protection incendie puisse fournir cet espace-là. C'est tous des aspects qui peuvent paraître minimes, mais que ça a l'impact définitivement parce qu'on change d'usage. Donc, ça, quand on parle de fermer le balcon, c'est qu'on y met une espèce de toiture, là, si on veut, là, qui vient couper le vent l'hiver. Évidemment, il fait plus chaud dans le condo, mais il peut faire plus chaud pour d'autres raisons aussi. Hein? Même chose pour le ça ne va pas juste couper le vent. Ça ne va pas juste couper le vent. Oui, ça peut couper autre chose, effectivement. En tout cas, moi, ça me coupe le sifflet d'entendre ça, là, des histoires comme ça. Mais bon, ça arrive. Hein? Puis les propriétaires ne sont pas toujours fautifs parce qu'ils ne savent pas nécessairement. Ils pensent que le balcon leur appartient. Ils pensent alors que le balcon, souvent, c'est une partie commune à usage restreint. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'est-ce pas, M. Jolicoeur? Oui, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Puis méfiez-vous aussi des sympathiques administrateurs qui vont vous dire quelle bonne idée. Ben oui, M. Cellier, ça serait une bonne idée. Et sur la foi de cet administrateur,
qui vous dit vous pouvez les faire, vous pensez dans le fond tout à fait en droit de les faire, alors que ces interventions dans les parties communes ne relèvent aucunement de la compétence du conseil d'administration, mais relèvent de la compétence de l'Assemblée générale des copropriétaires. On en a parlé la semaine passée dans l'émission précédente, l'affaire Bata, le syndicat Northwest contre Bata. Mais des cas d'espèces, encore cette semaine en consultation, on en a là, qui rendent des gens qui sont sur les conseils d'administration, qui n'ont malheureusement pas les compétences pour savoir s'ils ont l'autorité de donner l'aval à un copropriétaire, vont dire ben, c'est une bonne idée. Et ce qui est une moins bonne idée, c'est quand il y a un changement de conseil d'administration, puis vous avez un conseil d'administration qui est un peu plus à ses affaires, bien vous dire, ben, monsieur de la Tulipe, il n'avait pas l'autorité de vous dire oui. Puis là, vous allez me défaire tout ça. Alors, avant de faire des travaux, là, ce n'est pas juste se fier aveuglément sur ce que le conseil d'administration va vous dire. Là. Soyez critiques. On a d'ailleurs sur le site légal des fiches de vulgarisation sur le sujet. Ça va vous permettre à un moment donné de vous faire une tête et d'éviter de tomber dans l'abîme de l'erreur juridique. Donc, c'est essentiellement ça. Puis, sans vouloir avoir l'air de quelqu'un qui est là pour vendre les ouvrages que j'ai écrits, vous savez, j'ai rédigé un ouvrage sur les travaux en copropriété qui va être actualisé. D'ailleurs, cette année, on est en train de les actualiser un peu tous. On est rendu à notre 3e dans la collection Tout ce qu'il faut savoir. Le premier qui est actualisé, c'est l'assurance condo. Et d'ici un mois, vous allez avoir... oui, c'est bon. Achetez peut-être pas ce soir parce on va l'actualiser. Ça fait partie des choses là, qui sont actuellement sur la table. Mais c'est des ouvrages de poche qui vous simplifient, qui vous aident à vous y retrouver en matière de travaux. Alors, le premier de la série, Tout ce qu'il faut savoir, qui a fait l'objet d'une mise à jour, c'est l'assurance condo, Tout ce qu'il faut savoir, qui est disponible en 2e édition. Je vous le recommande fortement pour 17,95 $. C'est une aubaine et c'est un condensé des choses de base qu'il faut savoir en matière d'assurance en copropriété. Donc, un livre à avoir sous la main absolument. Donc, est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce que Maître Jolicoeur? Oui, vous pouvez, Valérie, allez-y. Très intéressant. De toute façon, Maître Jolicoeur, oui, vendez-le votre livre parce qu'il n'y en a pas assez qui l'achètent. Ça, c'est une première chose. Dans un premier temps, comme administrateur, Josée nous pose la question. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait quand un administrateur prend une mauvaise décision? Et les administrateurs, il faut que les copropriétaires demandent la permission, mais il faut que les administrateurs connaissent aussi la base pour dire « j'accepte pas ces travaux-là ». Ce n'est pas, et là, je vais relancer la balle à Maître Jolicoeur, mais ce n'est pas le but de demander les travaux. Le conseil d'administration n'a pas le droit de ne pas permettre des travaux si les critères d'un dossier bien ficelé sont rencontrés. Je veux dire, on n'est pas là pour jouer à la police et empêcher les gens d'améliorer leur qualité de vie à l'intérieur de leur unité. Mais il faut que les deux parties, il faut que les copropriétaires se préparent bien, mais il faut que les conseils d'administration soient bien sensibles sur qu'est-ce que je dois exiger. Hubert en a parlé tantôt, Maître Jolicoeur en a parlé tantôt, mais il faut qu'on soit capable que les gens fassent chacun de leur côté un bout de chemin pour permettre quelque chose. Là. Et cette année, on a énormément de demandes de travaux dans les syndicats de copropriété. Je ne suis pas sûre que ça paraît que les matériaux sont chers, mais écoutez, c'est fou comment il y a des travaux en cours présentement. Donc, c'est sûr qu'à l'après-COVID, les gens ont décidé on va faire des travaux, on va se mettre confortable ou à notre goût, mais peu importe, c'est en explosion présentement. Hubert Saint-Pierre, justement, en parlant de travaux, est-ce que les copropriétaires ou les syndicats de copropriétaires doivent s'attendre à des délais plus longs pour trouver un professionnel et un entrepreneur qui viendra faire les travaux? Est-ce que oui, on peut penser ça? Tout à fait, tout à fait. Tous les entrepreneurs sont débordés, des consultants comme nous aussi. La demande est très, très forte. Comme dit Valérie, les gens ont tous l'idée depuis un an de rénover, de faire des projets et ça déborde, effectivement. Ça crée des délais. Il y a les coûts, effectivement, mais il y a les délais. On est au mois de 5 mai aujourd'hui. Pour les gens qui veulent faire des travaux majeurs, pas certain qu'on va être capable de les faire cette année. Hubert Saint-Pierre, oui, c'est ça. Ça pourrait être reporté à l'année prochaine.
une question, on l'a posée tout à l'heure. Les copropriétaires peuvent faire certains travaux, de menus travaux, sans risquer d'abîmer quoi que ce soit ou de créer un sinistre épouvantable. La question, c'est est-ce que des travaux comme remplacer un luminaire ou installer un ventilateur au plafond font partie des choses qu'un copropriétaire peut faire lui-même? Parce qu'on joue dans l'électricité aussi, là. Oui. C'est sûr que c'est délicat. On parlait de l'exemple d'un plafonnier, mais si la prise électrique est déjà là, on peut remplacer, ce n'est pas un problème. C'est s'il n'y a pas de prise électrique, il faut amener un filage là, ça prend l'électricien, c'est sûr. Ça prend un électricien, Ouais, absolument. ouais. On ne peut pas faire ces travaux, comme M. Jelka l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas prendre de risques. Travaux de plomberie, travaux d'électricité, on laisse ça aux spécialistes, à ceux qui s'y connaissent. Même si on a l'intuition qu'on pourrait le faire, mieux vaut s'abstenir. Je pense que c'est la règle d'or. M. Jelka, Peut-être oui, un Hubert? aspect, peut-être Valérie pourrait répondre à la question. On voit ça souvent dans des plus grosses copropriétés où il y a un concierge, un homme à tout faire, qui travaille évidemment pour le syndicat avant tout, mais on voit que cette personne-là va travailler pour les copropriétaires aussi, faire des menus travaux, mais des fois, les menus travaux C'est Ils extension. ne sont pas si menus que ça, hein, ne sont pas Valérie, c'est si ça? menus que ça. Le monsieur est très habile. J'ai déjà eu connaissance d'un cas où le monsieur changeait les luminaires bon, c'était dans l'espace commun, là, l'éclairage dans le garage, prend l'escabeau, tombe en bas de l'escabeau, puis la CNESST disait vous n'êtes pas électricien, pourquoi vous avez voulu faire ça? Ah, Ça peut impliquer d'autres problèmes. Là. Fait que ces mêmes individus-là qui travaillent dans les unités privatives, j'imagine, faut donner des limites à l'employé concierge, quoi ne pas faire. effectivement. Oui, juste Hubert, bon point. Et effectivement, je trouve que des fois, les administrateurs avec un concierge résident ou sur place avec une horaire assez garnie, qui sont là qui sont présents beaucoup, souvent le conseil d'administration a tendance à donner trop de tâches qui ne devraient pas relever d'un concierge. Donc, là aussi, le conseil d'administration prend un risque parce que lui a demandé, ça c'est plus Maître Jolicoeur qui va me confirmer, mais le conseil d'administration donne une ordre de faire quelque chose qui ne serait pas dans les cordes de cette personne-là. Donc, comme administrateur, vous ne devriez jamais vous mettre dans une situation comme celle-là pour une économie au bout du compte de l'année sur un budget qui est des fois de plus d'un demi-million pour sauver 5 000 $. On n'est pas dans les chiffres qui font. Ça ne vaut pas le coup la chandelle. Ouais. Parlant de chiffres, Valérie, la question du financement des travaux, elle est très importante parce que c'est bien beau de décider d'engager des travaux, que ce soit l'ECA ou l'Assemblée des copropriétaires. Tout dépend du type de travaux dont on parle. Mais s'il n'y a pas d'argent dans le fonds de prévoyance ou dans le fonds d'exploitation pour faire engager ces travaux et que des copropriétaires n'ont pas les moyens de verser une cotisation spéciale de 20, 25 000, 30 000 $, qu'est-ce qu'on fait, M. Jelka? Il y a le RGCQ, mais je vous laisse répondre d'abord, puis on va parler aussi d'un service de financement offert par le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec qui prête de l'argent aux copropriétaires un par un afin de faire réaliser ces travaux. Mais d'abord, on fait quoi, M. Jelka, quand il n'y a pas d'argent? C'est dur, hein, de faire quelque chose. Ouais, on essaie d'en trouver. C'est une On essaie d'en réponse. trouver. C'était la plus scientifique de mes réponses. Mais je veux dire, ce soir. oui, Mais il y a toutes sortes d'approches. Effectivement, vous avez soulevé, il y a une société qui s'appelle RPK qui rétroagit avec le RGCQ parce qu'il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, mais depuis toujours, on a des copropriétaires dont la capacité économique est à géométrie variable dans une copropriété. Quand vous achetez dans une copropriété, vous ne demandez pas le bilan financier de vos voisins. Quand vous achetez dans une collectivité, en espérant que tous et chacun a les moyens, comme on dit, d'être capable de supporter la part financière requise en temps opportun. Bon. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Tout ça, ça peut se justifier parce que, juste en termes de profil de la clientèle, on a des gens qui sont âgés, qui sont là depuis 25 ans dans la bâtisse, qui avaient certainement des bons moyens financiers, mais qui
sont dans leurs derniers jours de vie, puis disent, ben, écoute, là, je ne suis pas sûr d'être capable de faire face à ça, ils ne veulent pas déménager. C'est des fois cruel. D'où, dans le fond, l'importance pour un conseil d'administration de pouvoir créer une offre de financement aux copropriétaires qui est variable. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas la capacité d'obtenir une marge de crédit parce que malheureusement, ils ne se qualifient plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit chasser cette clientèle-là de l'immeuble. Donc, le conseil d'administration, c'est pour ça que le RGCQ a été très actif pour essayer d'établir des pistes de solutions, notamment avec RPK, mais il y a d'autres sources de financement. Puis on dit toujours, ben écoutez, idéalement, on dit aux copropriétaires, trouvez-vous la bonne source de financement. Autrement, ben, on va essayer un peu de vous accommoder puis de voir effectivement ce qu'il en est. Alors, il y a le regroupement des gestionnaires et copropriétaires qui a lancé un programme de financement en 2018, si je ne m'abuse. Et pour en savoir plus là-dessus, vous pouvez les contacter au 514-916-7427, poste 6, 514-916-7427, poste 6. Il y a évidemment des conditions qui s'appliquent, mais ça pourrait être intéressant pour trouver l'argent nécessaire à la réalisation des travaux. Là, évidemment, à Majoricare, il y a toute la question aussi de la tricherie en copropriété, c'est-à-dire de la tricherie quant au financement là, des travaux. On est porté parfois à dire, ben, il y a des travaux à faire, là, puis on n'a pas assez d'argent dans le fonds d'exploitation, puis ce ne sont pas des travaux qui relèvent du fonds de prévoyance, mais on va aller piger dans le fonds de prévoyance, puis on mettra l'argent ensuite à ne pas faire, n'est-ce pas? C'est sûr qu'on appelle ça, dans un jargon plus dramatique, un détournement de fonds. Ah, bon. C'est le terme. On détourne les fonds qui sont dédiés à des travaux majeurs, à des réparations importantes du bâtiment, à des dépenses qui ne se qualifient pas pour le fonds de prévoyance, notamment un exemple on fait le calfeutrage du bâtiment. On fait le calfeutrage. Ça relève de l'entretien. Ce n'est pas parce que la dépense est quand même importante qu'on est légitimé de prendre l'argent du fonds de prévoyance. D'une façon ou d'une autre, il faut voir quels ont été les paramètres. Je sais que M. Saint-Pierre fait des études de fonds de prévoyance. Quels ont été les paramètres mis en place par le professionnel? Si on se sert du fonds de prévoyance pour une dépense qui n'a pas été projetée dans le temps, dans l'étude de fonds de prévoyance, ben, la projection, l'exemple de M. Saint-Pierre, elle ne fonctionnera pas en temps opportun parce que lui, dans son étude, il n'a pas mis le calfeutrage. Bon, je ne sais pas si M. Saint-Pierre, vous mettez le calfeutrage ou pas dans vos études de fonds de prévoyance, mais c'est ça. Là. Donc, il faut voir effectivement si on a projeté la dépense et si on a accumulé les sommes requises à ce chapitre-là. Alors, on va tricher, nous aussi. Nous allons tricher légèrement. Nous allons étirer l'émission de 5 minutes parce qu'il y a 2 autres questions auxquelles je souhaite que nos invités répondent. Je rajouterais juste une chose, c'est important ce que Maître Jolicoeur vient de dire, parce que dans un premier... Rapidement, Valérie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis on a deux avec questions. La question qui a été posée, les gens devraient suivre l'étude de fonds de prévoyance et si ce n'est pas dedans, tu ne le prends pas, parce que de toute façon, mathématiquement, tu n'arriveras pas. Si Exact. Ouais. Oui, effectivement. Effectivement. La question, c'est est-ce que le coût d'une expertise d'ingénieur peut être pris dans le fonds de prévoyance? Ça dépend des travaux qu'il y a à faire, finalement. La réponse, c'est non. L'étude, non. Les honoraires des professionnels dans l'exécution des travaux, oui. Ça, c'est ma position. Là. On peut avoir des positions divergentes, mais la dépense est une dépense pour projeter des travaux. Maintenant, si lors de l'exécution des travaux, il faut engager un ingénieur en structure, bien, ça fait partie des dépenses qui relèvent du fonds de prévoyance. Ça fait partie du projet, en fait. Exactement. Ça fait partie du projet, tout à fait. OK. L'autre question, ça concerne les... attendez. Un copropriétaire du rez-de-chaussée veut remplacer une haie de cèdre qui cache son moteur d'air climatisé, ce qu'on appelle le compresseur, c'est ça? C'est ça, hein? C'est ça, Valérie? Donc, il veut remplacer ça par des rosiers car la haie a obstrue la sortie de son balcon. Est-ce que l'Assemblée doit approuver ces travaux ou l'administrateur peut le faire à lui seul?
est-ce que ce genre de travaux-là serait de décision du CA ou de l'Assemblée copropriétaire? Dans un premier temps, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces arbustes, ces rosiers en devenir sont dans une partie commune à usage restreint ou dans une partie commune tout court? Alors, si c'est dans une partie commune tout court, ça ne relève pas de la compétence du copropriétaire d'exécuter, de commencer à mettre des rosiers là, un peu partout dans le jardin. Donc, on va commencer à mettre la table là-dessus. En ce qui est trait aux parties communes et usages restreints, il y a souvent des clauses qui permettent, dans une certaine mesure, au copropriétaire de faire certains aménagements, planter des arbustes, des choses comme ça. Mais ça, c'est du cas par cas. Il faut vraiment voir la déclaration de copropriété pour voir jusqu'où le droit de jouissance peut s'exprimer là, par un copropriétaire. Valérie, la dernière question vous revient à vous parce que vous êtes une invitée de marque ici et puis on aime ça vous avoir, puis on aime ça que vous reveniez. La question, par exemple, on parlait d'aménagement paysager, puis d'ailleurs, j'aime ça tous vous avoir, Hubert et M. Zolker aussi. La question des aménagements paysagers, là, il faut gérer ça parce que des fois, il y en a un qui veut mettre des headsets. Prenons l'exemple des terrasses, des appartements en demi-sous-sol qui sont agrémentés de terrasses qui donnent évidemment qui sont situées à l'extérieur. Alors, il y a toute l'harmonie architecturale en termes d'aménagement paysager. Et ça, j'imagine que vous devez le rappeler à des syndicats de copropriétaires qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. S'il y en a un qui met des headsets, l'autre qui met des rosiers, l'autre qui met du sable, mais là, on vient de briser l'harmonie architecturale, non? Bien, tout à fait, mais on se repose la même question que M. Jolicoeur vient de dire. Est-ce que où on va vouloir planter des choses, ça appartient à qui? En fonction de quoi? Qui va décider si on le permet ou pas? Est-ce que c'est du ressort du conseil ou de l'Assemblée générale ou ces choses-là? Et deuxième chose, il faut penser toujours quand cette personne-là qui a planté 10 millions de fleurs, qui demande un entretien et qui part et que plus personne ne veut entretenir ça et que ça cause une charge au syndicat, c'est toutes ces choses-là qu'il faut vérifier dans la déclaration de copropriété quand les gens en font la demande. Oui. Oui, effectivement. Il faut vérifier la déclaration, ce qui est permis de faire, ce qui n'est pas permis de faire. Mais si on arrive dans quelqu'un qui arrive, et disons que la copropriété n'a pas respecté la déclaration pendant des années parce que les administrateurs étaient mous, ne le savaient pas et n'ont pas fait respecter. Et là, on se retrouve avec des aménagements paysagers disparates. C'est pas mal plus difficile d'agir dans un cas comme ça, non, Valérie? Bien, tout à fait. Puis c'est difficile de défaire des choses qui sont là depuis longtemps. Puis là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, on engage M. Jolicoeur parce qu'il y a des chicanes. Bon. Dernière question, c'est encore à vous, Valérie. Je vous la donne, celle-là aussi. Je trouve ça très intéressant. Toutes vos questions sont intéressantes. Puis celle-là, on dit dans le contexte d'une très petite copropriété, est-ce que le CA, soucieux de garder les coûts au minimum, peut demander un effort collectif à tous les copropriétaires pour faire des travaux extérieurs tels que le recouvrement d'asphalte, par exemple? Si un seul copropriétaire refuse, ça peut créer un malaise. Peut-être que ça peut créer un malaise. Peut-être que l'asphalte, on n'ira pas jusque-là, mais est-ce qu'on pourrait penser que dans une copropriété, tondre le gazon les copropriétaires pourraient se relayer puis tondre le gazon et l'été, par exemple? Est-ce que ça existe dans vos copropriétés, ça, Valérie? Pas vraiment. Non. Hein? Non, il n'y a pas beaucoup de Pas monde qui vraiment. peut le faire, c'est ça. Ouais. Ce qui existe parfois, c'est une journée de corvée. Bon, nettoyer le stationnement, ramasser les feuilles l'automne, des petites choses comme ça. Mais je vous dirais que c'est toujours sur une base volontaire habituellement et les gens en profitent pour en faire comme une petite activité en même temps. Mais je veux juste dire que de moins en moins de personnes aussi qui s'y joignent. Malheureusement, c'est pas tout le temps preneur comme occupation d'une journée un samedi. Oui, effectivement. Et la copropriété, la mission, puis la définition de base en copropriété, c'est qu'on ne fait plus rien. On arrive et on s'installe et on laisse les autres faire les travaux pour nous. Façon de parler, je le dis un peu caricaturalement, mais à la condition que ce soit bien fait et que les gens les fassent faire les travaux aussi, parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On a triché, on a débordé un peu, on a pris 4 minutes de plus. Je trouvais ça intéressant. Il y avait de très bonnes questions. Alors, je vous rappelle que cette web radio était une présentation de Gap Immeuble. Donc, Georges Fallat, qui est le fondateur et de Gap Immeuble, est architecte, a développé une grande expertise en enveloppe de bâtiments, plus précisément pour ce qui touche aux infiltrations d'eau. Cette entreprise fait également des études du fonds de prévoyance, des carnets d'entretien et peut prendre en charge un projet de construction global, depuis l'inspection d'un immeuble en passant par les lancements d'appels d'offres pour trouver le bon entrepreneur.
jusqu'à la surveillance des travaux. Avec Gap Immeuble, vous êtes entre bonnes mains. Merci à mes invités d'avoir été là. Je ne vous ai pas présenté au début. Je viens de me rendre compte de ça. C'est tellement devenu une seconde nature que je suis tellement habitué de vous avoir que j'en oublie de vous présenter. Alors là, je vous présente Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci d'avoir été là, M. Jolicoeur. Bon. Valérie Couture, gestionnaire et fondatrice de l'entreprise Condo Stratégie, gestionnaire de copropriété. Merci d'être là, fidèle au poste. Merci. Merci Valérie. Hubert Saint-Pierre, ingénieur, fondateur Saint-Pierre et associé aussi, qui n'en est pas à sa première venue ici. Merci Hubert d'avoir été là. Plaisir. Alors, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous. Normalement, il sera question encore de travaux, mais là, ça sera autre chose. C'est-à-dire, on devait le faire cette semaine, mais la semaine prochaine, ce sera la question du donneur d'ouvrage qui est le syndicat et qui doit s'assurer de la santé et de la sécurité des personnes mandatées pour faire des travaux dans sa copropriété. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.